Parfait. Donc, merci Marie-Philippe de l'introduction. Comme c'était mentionné, je vais vous discuter aujourd'hui de la biomécanique du violon. Donc, on va commencer par voir en fait la première étude sur laquelle j'ai travaillé sur appelons ça les limitations d'une étude biomécanique du violon, mais qui pourrait potentiellement être généralisable en fait, premièrement à tous les instrumentistes à cordes, mais potentiellement à tous les instrumentistes. Et deuxièmement, on va aller vers du contrôle optimal, la commande optimale, qui est ma réponse finalement aux limitations que je vais avoir développées dans la première partie. Comme ça a été mentionné par Marie-Philippe, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Je pense que l'idée, c'est un peu de faire ça de façon relativement collégiale. Donc voilà, je vous envoie la présentation et je vois encore vos écrans. Donc si vous mettez votre caméra, je vais pouvoir voir vos visages au fur et à mesure. C'est comme vous voulez. Donc, la première partie qu'on va regarder, c'est une étude sur la cinématique, surtout de l'archet, donc du côté droit et essentiellement sur l'épaule. Donc, l'idée est de regarder quelles sont les limitations qu'on va avoir lorsqu'on va désigner une étude pour la biomécanique du violon. Donc, quel est l'état de l'art en musique sur la cinématique articulaire? Eh bien, dès les débuts de la biomécanique, si vous êtes un peu au courant, Desmeny, qui est vraiment parmi les pères de la biomécanique, s'était intéressé au violon. Et ça s'est pas mal arrêté là. Donc, dans les tout débuts, on a eu le père qui a commencé et les fils n'ont pas suivi. Les fils et les filles n'ont pas suivi. Ça s'est arrêté en 1904. Et ensuite, durant les 100 années qui ont suivi, là, j'ai écrit 22, mais depuis, on en a recensé 34. Donc, des études sur la biomécanique des violonistes élargie. Donc, ça inclut les cordistes. Là, je parle par exemple des violoncelles, contrebasses et autres. Et de ces 34 études, il y en a 8 qui sont dédiées à l'archet et 6 qui sont potentiellement inutilisables parce qu'elles sont trop générales et ou ne pas dédiées à la cinématique pure, mais qu'elles incluent ou uniquement sur l'électromyographie. Bref, c'est plutôt anémique comme étude et ce que ça fait, en fait, c'est que la généralisation des résultats, elle est vraiment compliquée. Ne serait-ce que de prendre les résultats de ces études-là. Et une question qui s'est évidemment pas posée, c'est à quel point on peut prendre les résultats et les interpréter dans d'autres conditions. Donc, qu'est-ce que j'appelle d'autres conditions? C'est par exemple jouer plus rapidement. Si, je pense qu'on peut intuitivement se dire que si je joue rapidement de mon instrument ou si je joue lentement de mon instrument, il y a potentiellement des choses qui vont changer sur les patrons. Mais c'est d'autant plus vrai si, par exemple, je joue sur la corde de sol qui demande d'avoir le bras très élevé et la corde de mi qui est la corde la plus aiguë, qui demande d'avoir le bras plus bas. Et potentiellement, les interactions entre les différents degrés de liberté à l'épaule et à l'avant-bras vont faire que je ne peux pas prendre les informations obtenues lorsque je suis sur la corde de sol et les appliquer sur la corde de mi, par exemple. Et même chose sur le style de jeu. Donc, ce qu'on appelle le style de jeu, ça pourrait être, par exemple, de jouer legato, donc des grands sons avec peu d'espace entre, qui donnerait quelque chose comme pam, 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 versus des sons spiccato qui donneraient pam, 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 donc qui vont demander de faire des rebonds avec l'archet. Donc, tout ça, en fait, ça n'a jamais été, on n'a jamais regardé, est-ce qu'on peut prendre les résultats d'une étude et les appliquer finalement de façon généralisée, même si on a des styles différents, si on a des cordes différentes, si on a des vitesses de jeu différentes. À ça aussi, donc ça réfère à une étude antérieure. On a remarqué que la variabilité intra-individuelle, pardon, c'est pas une étude intérieure, on va en discuter juste après, mais je veux simplement mettre une nomenclature qu'on va utiliser. La variabilité intra-individuelle, pour nous, ça va être le reflet de comment une personne considère sa propre technique. Donc, si, par exemple, on a une variabilité intra-individuelle très, très faible, on peut considérer que cette personne-là joue toujours de la même façon, donc elle utilise une technique unique. Inversement, si on a une grande variabilité intra-individuelle, ça voudra dire qu'une personne est capable d'aller chercher plus d'amplitude, par exemple, pour jouer exactement le même son. Donc, la variabilité réfère non pas à comment l'archet se déplace sur la corde, ça va toujours être très, très, très précis et toujours de la même façon, mais ça réfère plutôt à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'épaule, par exemple. La variabilité interindividuelle, elle, va nous donner
la capacité entre les musiciens à utiliser la même technique. Donc, si deux musiciens ont une faible variabilité intra, mais une grande variabilité inter, ça voudra dire qu'ils ont chacun leur propre technique et qu'elle n'est pas comparable entre eux. Inversement, si ils ont une faible variabilité interindividuelle, ben, ça voudra dire qu'ils utilisent à peu près la même technique et ça facilite la généralisation des résultats. Donc, c'est généralisable si on a une faible variabilité à la fois inter- et intra-individuelle. Et aussi une absence d'interaction, c'est-à-dire que la vitesse de jeu ne va pas influencer le style de jeu, qui ne va pas influencer non plus l'accord joué. Donc, tout ça, c'est les conditions finalement pour pouvoir faire des études contrôlées, randomisées simples. Inversement, si on a des interactions ou des grandes variabilités, il va falloir faire des designs d'études un peu plus différents. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'était de comprendre les différentes influences entre le tempo, l'accord joué et le style de jeu. On a appliqué 10 violonistes, donc 9 femmes et un homme. L'homme, vous aurez deviné, c'était moi-même. Toutes les autres étaient des femmes issues de l'Université de Montréal ou postérieures. Donc, ils étaient déjà des professionnels qui giguaient avec des orchestres, par exemple. La moyenne était de 28 ans, plus ou moins 8 ans, et 60 kg et 160. Donc, je vous présente ici une petite vidéo de l'étude en question que je vais commenter au fur et à mesure. Condition C'est 5, parti. 60, premier essai. Donc, on avait des marqueurs positionnés sur l'archet, le violon et la personne, ainsi que des EMG. Il jouait une pièce standardisée que j'avais écrite moi-même pour l'occasion. Donc, on avait évidemment fait tous les protocoles habituels de placement d'archet et de marqueurs. Et l'EMG était aussi des EMG intra pour l'épaule. Donc, il y avait 3 EMG intra. Donc, ça, c'est les maximums nécessaires. Et on voit la pièce là, derrière que la personne devait jouer. On avait une seconde étude qu'on faisait simultanément. Donc, ici, on a Éric Gagné, qui est un archetier, qui modifiait la forme de l'archet pour pouvoir tester des grandes variabilités. Donc, durant l'expérience, il prenait du feu et il changeait la forme de l'archet pour pouvoir la moduler selon son expertise, son œil d'Éric Gagné. Et évidemment, on a conservé toutes les informations sur les modifications qui ont été réalisées. Et voilà. Donc, la pièce durait environ 1 minute. Elle était jouée 2 fois, une fois à la vitesse qu'on vient d'entendre et une fois à 2 fois plus lent. Donc, exactement la même pièce, mais jouée plus lentement, ce qui nous permettait de pouvoir tester la vitesse de jeu également. Donc, les archets, comme j'ai mentionné, ils étaient modifiés autant sur leur forme que sur leur poids. Donc, il y avait 6 conditions de poids et 3 conditions de forme. La pièce, la voici, composée par moi-même, S2M Lab Theme, une musique de recherche jouée à 60 et 120 battements par minute. Donc, la première ligne était jouée de façon legato. La deuxième ligne est une répétition jouée de façon spiccato. Donc, on testait le style de jeu. Et ensuite, exactement la même ligne était répétée à l'octave. Exactement les deux mêmes lignes étaient répétées à l'octave. Pour l'étude actuellement, les 2 dernières lignes sont simplement ignorées parce qu'elles étaient trop différentes des 2 premières. Voilà. Donc, dû à la complexité là, finalement de tout ça, on a utilisé un modèle mix linéaire, donc avec les effets fixes étant les tempos, cordes jouées et cordes d'archet, avec les effets aléatoires étant évidemment les participants. Donc, pour les résultats, chaque violoniste avait une stratégie précise personnelle. Donc, ça a été peut-être la plus grande déception, entre guillemets, de cette étude-là. Si on regarde, par exemple, l'élévation à l'épaule, mais ça, c'est vrai pour toutes les articulations, on voit actuellement un seul sujet. Donc là, vous voyez en fait que l'écart type est vraiment très, très faible autour de ce sujet-là. Ce qui signifie en fait que ce sujet-là en particulier, mais c'est vrai pour tous les autres sujets, va jouer toujours exactement une note précise, exactement de la même façon. Si j'ajoute maintenant des nouveaux sujets, on se rend compte en fait que chacun a une très faible variabilité, mais que sa technique de jeu a strictement rien à voir avec celle des autres. Donc, chaque personne
va avoir une seule et unique façon de jouer une note en particulier et sera extrêmement répétable, mais elle n'aura rien à voir avec les autres sujets. Au niveau des articulations elles-mêmes, donc là, c'est un graphique un peu violent. On va y aller de façon ciblée pour faciliter les choses. Je trouvais que le violin plot sur une étude pour le violon était tout à fait approprié. Donc, plus un bloc est large, plus il y a de gens à la même place. Plus le bloc est long, plus on a une distance entre les personnes. Donc, si on regarde par exemple Elevation Plane, qui est le premier en haut, puisque c'est très, très long, eh bien, ça veut dire que tous les sujets étaient très dispersés. Inversement, à l'élévation, ben, c'était un peu plus proche. Je crois qu'il y a quand même une distance là, de 20 degrés entre les personnes. Donc, le style de jeu était significativement différent pour quasiment tous les degrés de liberté passé l'épaule. Donc, c'est les étoiles que vous avez à l'horizontale. Donc, c'est la différence entre le vert et le orangé. Donc, s'il y a une différence à cet endroit-là, ça veut dire que le style de jeu est important pour différencier les personnes. Et c'est vrai, en fait, pour l'épaule et le poignet. Pour la hauteur de son, donc là, c'est les foncés versus pâles. C'est les trucs verticaux. Et donc là, c'est encore une fois quasiment vrai pour tous les degrés de liberté. C'est-à-dire que si on change la hauteur de jeu, on va changer également les différentes articulations. Par contre, pour la velocity, donc là, c'est gauche et droite, on se rend compte en fait qu'il n'y a rien de significatif. Donc, étonnamment, contrairement à l'intuition qu'on aurait pu avoir, la vitesse de jeu n'influence pas la façon que la personne va utiliser ses articulations. Donc, de façon très résumée, on aura que chaque violoniste a une stratégie précise, très personnelle, particulièrement sur l'élévation thoraco-humérale. Donc, elle va être influencée par la corde jouée notamment, et tous les autres degrés de liberté vont être influencés par toutes les valeurs. Donc, ce que ça veut dire, là, si on prend, là, mettons qu'on essaie de tout mettre ça ensemble, là, puis que maintenant, à partir de maintenant, je veux désigner une nouvelle étude chez des musiciens, chez des violonistes, mais probablement chez des musiciens, ce que ça veut dire, en fait, c'est que puisque chaque musicien est lui-même individuellement responsable de ce qui se passe et qui n'aura rien à voir avec les autres, eh bien, je dois utiliser un design expérimental à mesure répétée. Sinon, je ne pourrais pas réellement réussir à faire des analyses. Et aussi, ce qu'on s'attend, en fait, c'est qu'il va y avoir des effets d'école. C'est-à-dire que si la personne a étudié à l'Université de Montréal versus si elle a étudié en Russie, ils ont probablement plus de similarités à l'intérieur d'une école donnée. Donc, on pense que rapporter l'école est importante là, pour les participants. Pour la vitesse de jeu, bonne nouvelle, on n'a pas besoin de tester plusieurs vitesses de jeu pour pouvoir généraliser les résultats. Donc, celui-là, une seule vitesse de jeu est nécessaire. Par contre, si on veut s'intéresser à ce qui se passe sur la corde, eh bien là, il faut tester toutes les cordes de façon individuelle parce qu'elles influencent toutes les articulations. Même chose pour le style de jeu. Donc, il va falloir tester plusieurs styles de jeu. Malheureusement, bon, alors que les cordes, on sait qu'il y en a 4, des styles de jeu, on ne sait pas combien il y en a. Il peut y en avoir autant qu'il y a de façons de jouer, en fait. Bref, ce que ça veut dire et ce qu'on propose, c'est que la communauté de biomécanique en violon se décide de choisir une et unique mesure de comparative, donc on propose dans ce cas-ci le legato, et que les données soient toujours rapportées par rapport au legato et non pas de façon absolue. Donc toujours tester legato versus quelque chose d'autre. Voilà. Donc, l'intérêt aussi là, de cette étude-là, c'est qu'on commençait à se rendre compte que la fermeture de boucle, et ça, je vais y revenir là, dans la deuxième partie, la fermeture de boucle entre l'archet et le violon lui-même faisait qu'il y a des interactions entre toutes les articulations. C'est-à-dire que si j'ai le bras un peu plus long, un peu plus loin, je devrais avoir le bras gauche placé différemment, ce qui va influencer rétroactivement mon épaule. Donc, de rapporter en fait comment la chaîne cinématique s'auto-influence va devenir important. Maintenant, euh, considérant tout ça en tête, on se rend compte que analyser une personne en particulier ou analyser un groupe de personnes, ça va vraiment être difficile parce que des études à mesure répétée, ça peut être coûteux. Et on a un gros problème en musique, c'est le fait que si je veux faire une mesure répétée sur, par exemple,
une nouvelle technique de jeu, eh bien, ça signifie que je dois mesurer la personne avec sa technique actuelle et que je dois la remesurer avec la nouvelle technique. Mais apprendre une technique, ça ne se fait pas en une heure à l'intérieur d'un setup au laboratoire. Bref, ce que ça signifie, c'est que une des bonnes façons d'aller investiguer les choses, c'est potentiellement d'utiliser la simulation informatique pure. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai désiré commencer en fait à utiliser la commande optimale. C'est en représentant un violoniste de façon virtuelle et en laissant l'ordinateur le soin de trouver lui-même les techniques de jeu qui pourraient l'intéresser en fonction de sa morphologie à lui. Et idéalement, ce qu'on aura avec ça, c'est des philosophies de jeu qui vont émerger de ces analyses-là. Donc, l'approche inverse, qui est l'approche habituelle que vous connaissez probablement, c'est-à-dire qu'on commence des repères cutanés, on trouve la cinématique articulaire par cinématique inverse, on trouve les forces articulaires par dynamique inverse et on déduit des excitations musculaires par optimisation statique. Donc, ça, c'est ce qui avait été réalisé dans la première étude. Par contre, ça a des défauts, notamment ceux que je viens de mentionner, mais aussi que c'est un processus qui est relativement lent, mais quand même assez rapide là, par rapport à toutes les autres méthodes qui existent. Mais la plus grosse problématique, c'est des dynamiques du système non respectées et potentiellement l'incapacité, en fait, des sujets à réaliser l'expérience de façon pré- et post. L'approche directe qui est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer d'excitation musculaire. On va assumer qu'on connaît les excitations musculaires et en déduire les forces articulaires obtenues. Grâce aux forces articulaires, on va réussir à trouver des mouvements. Donc, si je connais la force, je connais l'accélération. Et si je connais l'accélération, j'intègre pour obtenir les positions au cours du temps, ce qui va me donner de nouveau des repères cutanés. L'avantage de ça, c'est qu'on sait que le système est dynamiquement représentatif de ce qui se passe dans la réalité, en tout cas à l'intérieur du modèle. Le modèle est consistant à l'intérieur de lui-même. Aussi, on peut maintenant, grâce à ça, non pas s'intéresser uniquement à ce qu'une personne a fait, mais créer des nouveaux mouvements. Donc, générer des nouveaux mouvements à partir de ça. La façon de faire, eh bien, c'est de s'intéresser à cette partie-ci en essayant de trouver des nouvelles excitations musculaires qui vont générer des repères cutanés souhaités. Donc, par exemple, on pourrait dire, trouve-moi les excitations musculaires les plus faibles possibles qui vont me générer un mouvement de violon, donc qui va avoir un aller-retour du bras, par exemple. Euh, donc, ça permet en fait de représenter de façon simple, en fait, le critère de minimisation est beaucoup plus simple à déduire que dans l'approche inverse. On a simplement qu'à se dire, voici le geste que je veux réaliser. Donc, la commande optimale chez les violonistes, eh bien, j'utilise la suite de logiciels que j'ai développé au laboratoire qui s'appelle BioRBD, donc Bio pour biomécanique et RBD pour Rigid Body Dynamics. Donc, BioRBD est essentiellement là, un logiciel de physique. Donc, ça va aller appliquer des forces externes, ça va aller appliquer les matrices d'inertie, ça va appliquer les poids et trouver quelles sont les accélérations générées au cours du temps. Donc, c'est basé sur les équations de Roy Featherstone et c'est implémenté avec Casadi. Qu'est-ce que Casadi? Eh bien, c'est une méthode de dérivation automatique. Donc, on n'a pas besoin de connaître a priori les dérivés. On laisse l'ordinateur trouver les dérivés pour nous. Et donc, ça nous permet de dériver la dynamique directe, ce qui n'est pas quelque chose de très facile à faire. Au contraire, c'est quelque chose de particulièrement difficile. Donc, l'ordinateur génère pour nous les dérivés de ça, et ça, c'est particulièrement utile. À l'intérieur de la suite de BioRBD, on a le BioOptim, qui est le framework de commande optimale qui nous permet en fait de façon relativement simple de simplement dire voici ce que je veux obtenir comme mouvement et BioOptim va s'occuper de générer le problème de commande optimale, donc de tout organiser la situation pour pouvoir envoyer à IPOpt le solveur le geste. Et finalement, on utilise aussi un visualisateur, donc BioVis, qui permet de voir le geste une fois obtenu.
Bioptim est basé sur le tir multiple direct ou direct multiple shooting. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas familier pour vous, c'est relativement simple à comprendre. C'est de dire, bon, mais j'applique une force au système et j'intègre pour voir où est-ce qu'il est rendu. Et je regarde où est-ce qu'il est à la fin. Donc, à la fin, ben, on se rend compte qu'il est potentiellement complètement à la mauvaise place. Donc, ce que je pourrais dire, ben, je peux simplement changer l'orientation vers laquelle je vais mettre ma force, mais me rendre compte que j'ai changé beaucoup trop. Donc, parce qu'il y avait potentiellement un autre champ de force à cet endroit-là. Bref, ce que je peux faire, au lieu d'essayer de simuler tout le mouvement d'un coup, c'est simuler un mouvement très, très petit sur une toute petite section et essayer de voir où est-ce que je suis rendu par rapport à où est-ce que je devrais être si j'avais réussi à le faire. Et donc, le tir multiple direct, en fait, comme vous le voyez, là, il y a des petits espaces et on va demander au solveur de retirer les espaces entre l'arrivée d'une intégration et le début de la prochaine intégration. Donc, ça va être des contraintes, en fait, de l'optimisation. Donc, on remplace un problème qui pourrait être intégré d'un seul coup par un problème avec beaucoup de contraintes. Donc, à la fin, là, quand on résout un problème de commande optimale comme ça, c'est un problème qui va avoir autour de 4000 variables et autour de 2000 contraintes. Donc, c'est des gros problèmes d'optimisation, mais comme ils sont bien définis, ils sont relativement faciles à résoudre pour les solveurs actuels. Donc, les difficultés potentielles associées à la commande optimale, c'est d'avoir un modèle musculaire qui est réaliste et d'inclure un modèle de fatigue. Donc là, ça, c'est ce sur quoi je travaille actuellement. J'ai un étudiant qui travaille pour moi sur de la fatigue musculaire. Et d'intégrer aussi les modèles de boucle fermée, donc de fermer l'archet sur la corde. Donc, on le passe par différentes idées, là, notamment le fait, par exemple, de mettre une contrainte sur la projection de l'archet sur la projection pardon, de la corde sur l'archet et de s'assurer que cette projection-là soit à une distance euclidienne de 0. Pardon. Donc, avec ça, on réussit à faire une fermeture de boucle relativement simplement et qui ne détruit pas le solveur. Voilà. Donc, les temps d'optimisation qu'on obtient jusqu'à maintenant, c'est autour de 30 minutes pour 3 allers-retours de jeu. Donc, c'est très long, évidemment. Et donc, on a des idées, là, notamment l'utilisation de modèles prédictifs, non pas sur 3 allers-retours d'un coup, mais en faisant des petites prédictions au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on prédit, mettons, le quart du geste et on avance un tout petit peu. Et on reprédit le prochain instant connaissant maintenant la réponse à la première optimisation. Donc, dans les résultats préliminaires, on avait ici un petit violoniste. Là. Évidemment, le son est ajouté autour et il ne fait pas réellement partie de l'optimisation. Mais on voit qu'on réussit à obtenir une gestuelle là, de violon réalisée sur une corde. Donc là, ce qu'on voit actuellement n'inclut pas les muscles, mais c'est quelque chose qu'on a déjà réalisé maintenant. Donc les muscles font partie du modèle et on est capable d'optimiser jusqu'à 5 allers-retours sans grand problème. Et donc, voici des résultats là, obtenus avec des muscles. Et on a commencé à utiliser un modèle de fatigue également. Donc, on voit ici, par exemple, là, on a pris le biceps long là, qui s'active. La partie bleue, c'est l'activation effective. Et on se rend compte qu'avec un modèle de fatigue, au cours du temps, le modèle devient de plus en plus fatigué et ne réussit plus à s'activer autant qu'il le souhaiterait. Et l'idée, finalement, c'est si on arrive à un certain point où le biceps, par exemple, n'arrive plus à s'activer suffisamment, est-ce que le modèle va commencer à utiliser d'autres articulations pour générer le même geste? Et moi, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, il se passe cette chose-là et qu'on puisse regarder la gestuelle, moi, avec mon œil de musicien, regarder la gestuelle et trouver des philosophies. Par exemple, lever le bras, l'épaule pendant la gestuelle, pendant peut-être 3 minutes. Et ensuite, peut-être que là, les muscles à l'épaule sont trop fatigués. Donc, on va aller reculer l'épaule derrière et pour pouvoir reposer les muscles à l'épaule et fatiguer d'autres muscles. Donc, de voir comment est-ce que l'ordinateur va gérer le fait que les fatigues s'incluent. Et on se base là-dessus sur l'idée de la tâche qui nous mentionne qu'à l'intérieur d'une gestuelle, par exemple celle à la main, donc qui génère un mouvement de violon, il existe la bonne variabilité et la mauvaise variabilité. La bonne variabilité étant celle qui
génère des mouvements à l'épaule, par exemple à l'épaule, qui génèrent des mouvements à l'épaule, mais qui ne détruisent pas le geste à la sortie, versus la mauvaise variabilité qui, elle, générerait des mauvais gestes à la sortie. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser de la bonne variabilité? Bien, l'intérêt, c'est essentiellement que la bonne variabilité va potentiellement réduire la fatigue musculaire au cours du temps parce qu'on va aller faire varier comment notre corps bouge au cours du temps. Donc, la principale conclusion là, que j'ai au niveau là, de la commande optimale, c'est qu'on attaque le problème actuellement sur plusieurs fronts parce qu'on a plein d'idées et on n'a aucune idée actuellement lesquelles ou laquelle va fonctionner, à supposer qu'il y en a au moins une qui va fonctionner dans le futur. En quoi c'est intéressant pour potentiellement d'autres champs? Eh bien, derrière le fait que moi, je m'intéresse au violon, il y a le fait que je m'intéresse surtout à la fatigue musculaire euh, sur une longue période de temps. Donc, on veut essayer de prédire 30 minutes de jeu et qui inclut des fermetures de boucle. Donc, la méthode qu'on développe va permettre de faire de la simulation dans des gestes qui incluent des fermetures de boucle, mais aussi qui inclut de la fatigue musculaire au cours du temps. Donc là, je pense notamment aux gestes là, où on fait de la fatigue musculaire à long terme. Je n'arrive plus à me souvenir du nom exact, là, mais où on demande à la personne d'avoir le bras élevé pendant un certain temps et de faire ce geste-là pendant 8-10 minutes et de pouvoir arriver à prédire la même fatigue. En fait, c'est exactement les mêmes mathématiques. Donc moi, je me sers finalement du violon comme d'un prétexte finalement pour développer les outils mathématiques associés à ce genre de choses-là. Donc voilà, ce que je disais, l'objectif étant notamment d'améliorer les connaissances sur la fatigue musculaire. Donc, que ce soit utilisé pour le violon ou dans d'autres contextes de fatigue musculaire, évidemment, c'est pas très, très important. L'important, c'est que la méthode elle-même soit développée. Et à la toute fin, mon objectif, peut-être rêveur personnel, ce serait potentiellement de développer des méthodes de biofeedback. Donc, à partir du moment où on aurait développé des philosophies de jeu, donc si on réussit à extirper certaines philosophies de jeu, ben, c'est d'aller pouvoir mesurer relativement non invasivement, donc par exemple Kinect, je dis n'importe quoi, si la personne est en train de faire quelque chose et si la philosophie nous dit, OK, après 3 minutes, tu es censé changer de technique, et bien d'avoir un petit son qui rappelle à la personne, hey, attention, essaie d'utiliser de la variabilité pour réduire la fatigue musculaire en faisant l'hypothèse que si on réduit de la fatigue musculaire, bien évidemment, on va également réduire le risque de blessure. Voilà, je finis 1 minute plus tôt que le 30 minutes prévu, mais j'espère que vous me pardonnerez mon target un tout petit peu à côté. Merci, Benjamin. C'était vraiment intéressant. Bravo. Moi, c'est complètement en dehors de mon champ de compétences habituel. Mais personnellement, j'avais déjà une couple de questions. Je vois que Félix, il y en a aussi. Fait qu'on peut peut-être commencer avec les autres, puis je garderai les miennes pour la fin si on a le temps. Salut Benjamin, super intéressant. C'est cool de voir ce que tu fais. Finalement, tu sais, on le voit dans le développement logiciel, mais de voir ton projet puis de voir tes passions autres. On se rejoint un peu là-dessus. Moi aussi, je suis musicien, fait qu'il va falloir qu'on se parle un peu. Ah ouais, juste pour d'accord. le fun. On se rejoint là-dessus. On se rejoint aussi évidemment sur l'épaule et puis évidemment, tout le long que je regardais ta présentation, je cherchais les liens à faire avec la propulsion en fauteuil roulant parce que bon, c'est là-dessus que je travaille. Puis il y a des concepts que je vois très similaires, comme l'ouverture, la fermeture constante de boucle. Tu arrêtes ta corde puis tu repars dessus. Ben, en fauteuil roulant, c'est la même chose. Fait que je me demandais, d'après toi, ce que tu développes en ce moment, comment ça pourrait facilement être transféré au fauteuil, sachant que il y a quand même une grande différence de mobilité et de charge. Donc, il y a beaucoup plus de mouvement d'épaule dans le fauteuil, puis la charge, elle est énorme également là, par rapport au poids d'un archet. Je ne sais pas trop autour de ça, qu'est-ce que tu verrais comme transfert possible? Oui, je vais répondre en deux temps. Là. Le premier temps, le passage, il va être relativement facile parce qu'il y a Najwa qui travaille, qui a déjà implémenté ce qu'on fait pour le fauteuil roulant. Donc c'est un travail qui est déjà réalisé ou en tout cas certainement réalisable.
Donc, après, pour peut-être de façon un peu plus précise, là, effectivement, comme les charges sont plus élevées, il faut s'assurer que les modèles utilisés soient cohérents face à ça parce que ce qu'on obtient, en tout cas dans mon cas en particulier, ce qu'on obtient, c'est que les modèles sont généralement trop faibles pour réussir à même soutenir le bras. On a des activations du biceps là, de l'ordre de 80%, ce qui n'a pas tout à fait de sens. Là, évidemment, quand on regarde chez des vrais violonistes, on est plutôt autour de 10 à 15%. Donc, il y a des problématiques là, au niveau des modèles qu'il faut régler. Sinon, au niveau de la gestuelle elle-même, générer la gestuelle, c'est effectivement quelque chose de possible. Et en fait, ce qu'on fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a un point de contact à la main qui va suivre la roue, ou en tout cas l'extérieur de la roue. Là. Et une fois qu'il est relâché, on enlève le point de contact. En fait, c'est qu'on va générer des mouvements qui ont un point de contact et plus de points de contact. Un point de contact et plus de points de contact. Et grâce à ça, en fait, donc finalement, on génère un mouvement en 2 phases et Bioptim est capable de gérer les transitions de phase comme ça sans problème. Et en modulant les phases au cours du temps, on peut demander à dire, OK, ben, voici le début de la phase, voici la fin de la phase. Par contre, on est obligé de faire certaines hypothèses sur quand on a une transition de phase. Et ces hypothèses-là peuvent être cohérentes ou pas avec ce qu'on veut obtenir dans la réalité, c'est-à-dire laisser la possibilité à l'ordinateur de lâcher prise au moment où ça lui intéresse de lâcher prise. Ça peut demander des ajustements un peu plus fins là, qui risquent d'être difficiles à générer, mais qui ne sont certainement pas impossibles puisqu'on a déjà fait la démarche là, avec Najwa. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'après ça, il faut ajouter des contraintes géométriques, de dire, bon, mais la main, elle n'a pas le droit de passer à travers la roue, de dire que la main elle doit contourner, donc de voir est-ce qu'elle va contourner par-dessus ou elle va contourner autour. Ça, c'est le genre d'information que le contrôle optimal peut obtenir là, et valider ou invalider certaines hypothèses qui ont été faites par le passé sur laquelle est censée être la mieux. OK. Juste parce qu'il y a d'autres questions aussi, mais je veux juste une petite dernière. Là, tu modélisais l'épaule. Je Oui. pense que tu as fait aussi probablement quelques muscles de l'avant-bras. Évidemment, tu faisais le bicep, là, donc j'imagine que oui aussi. Mais au niveau, est-ce que tu as aussi du plus proximal? Parce qu'il y a beaucoup de notions de stabilité du tronc. Est-ce que tu t'intègres ça dans ton modèle? Oui, oui, tout à fait. En fait, le logiciel, comme je mentionnais tantôt, là, pour moi, le développement de ce logiciel-là, c'est un prétexte que j'utilise la musique. La réalité, c'est que ce qu'on développe, c'est générique. Donc, oui, on utilise un modèle, par exemple, d'épaule, mais j'ai aussi un modèle de corps complet qui, lui, n'a pas de muscles. Il est traité uniquement via des torques articulaires. On a une collègue qui fait du trampoline. Donc, elle représente le corps avec 3 segments parce qu'elle n'a pas besoin d'être plus précise. Donc, le choix du modèle lui-même est indépendant de la méthode. Je me suis arrangé, puis ça aurait été facile de ne pas faire ça, mais je me suis arrangé pour que le développement de la méthode, que la méthode soit essentiellement générique. Donc, si tu imagines en fait OpenSim, tu te rapproches vraiment de ce que BioRBD est. Donc, c'est à toi finalement d'apporter un modèle ou d'utiliser un que nous, on propose, là, mais sachant que potentiellement, ça ne satisfera pas aux besoins que tu as, mais il suffit d'ouvrir un modèle. On n'a pas de lecteur OpenSim, mais ça fait partie des choses que je veux faire, donc qui automatiquement, ça prend un modèle OpenSim puis ça le lie à l'intérieur de BioRBD. Ça, ce serait un bel ajout, mais il y a pas mal de problématiques associées à ça. Mais voilà, donc la réponse courte, c'est oui, c'est possible de faire quelque chose de proximal. Il suffit de lui fournir le modèle que tu veux. Et après ça, tout est généré. Le nombre de degrés de liberté est automatiquement lu dans le modèle. Est-ce que tu veux utiliser des muscles ou pas de muscles? Tout ça, ça se définit très facilement là, et ça permet de répondre à la question plus ou moins rapidement, finalement. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant moi? Je pense que Sylvie avait levé la main avant. Ah, Sylvie. Ah, vas-y, Sylvie. Non? Non?
Non? OK, elle mange. Rachid, et manger. Je voulais juste, tu avais écrit tout à l'heure quand tu faisais les expériences La avec ton taxi de nez. Friedrich. Voilà, taxi de Friedrich, le test qu'on fait avec le nez. Écoute, merci beaucoup. C'est une très, très bonne présentation. C'est un challenge extrêmement complexe, ce que tu fais, surtout pour la musique. Évidemment, j'ai beaucoup de questions. J'ai pensé aussi à la propulsion, mais Félix en a parlé. Moi, j'aimerais deux choses qui m'intéressent. Bon, le choix, l'orientation de l'inverse dynamique versus la forward dynamics. Il y a ce courant qui existe depuis les années 70, je pense, en biomécanique, de la marche. Mhm. Et évidemment, les gens qui sont dans le courant forward dynamics vont partir de l'activation EMG, Oui. génèrent des forces. Ces forces génèrent des moments, ces moments génèrent une cinématique. Cette cinématique est ajustée à la vraie cinématique et donc le système, le boucle est fermé. Et donc, quand on obtient le résultat, on est sûr, et ça, c'est ça qui est intéressant, on est sûr que l'EMG qu'on a utilisé concorde avec les forces musculaires. Forcément, c'est nous qui avons imposé cette concordance. Inversement, l'inverse dynamique fait tout et puis découvre, distribue les EMG et les forces musculaires qui ne concordent pas avec l'EMG ou les enveloppes EMG. Et donc, les gens disent, vous voyez, c'est pas une bonne méthode. Donc, cette dilemme, souvent, est rapporté, clarification. Et Anybody est un système d'inverse dynamique et OpenSim forward dynamic. Jusqu'ici, on peut dire que c'est OpenSim qui gagne. Mais au fond, forcément, quand tu imposes que de l'activation... Je vais avoir quelque chose à dire là-dessus, par contre. OK. Ma question, c'est pas de faire la comparaison entre OpenSim, c'est bien ce que tu as choisi, parce que tu as besoin de ça pour faire les boucles fermées. Ma question, c'est dans ton cas à toi, quand tu génères des activations qui sont des activations qui vont rentrer dans des équations différentielles pour générer des forces. Oui. Quel est le rôle, c'est à ce niveau-là ma question, quel est, et tu l'as dit, peut-être le biceps qui va marcher à 100%, quelle est cette validité physiologique que tu génères? Est-ce qu'il y a, ou c'est juste, je rentre des activations, j'ai des équations différentielles qui sont calibrées ou pseudo-calibrées, et je les utilise, je génère des forces musculaires qui vont activer un système aux boucles fermées, etc. Ouais. Est-ce que ces forces générées, tu prévois, peut-être dans ton cadre de PhD, valider ces forces? C'est ça, c'est une de mes premières questions. Ouais. Puis la deuxième qui est juste sous-jacente, tu en as parlé beaucoup et elle est très intéressante, très importante à mon avis. Il y en a qui ont attaqué ce problème aussi, c'est la fatigue. En d'autres termes, le principe de Henneman, répartir la génération de force. Et comment ces deux aspects-là, tu les vois, pas aujourd'hui, mais dans le futur? Comment tu vas les attaquer, si on veut? Ouais. D'accord. Vas-y. Donc, merci pour la grande question. Donc, je vais juste répondre au début là, par rapport à OpenSim parce qu'effectivement, on aurait l'impression de dire que OpenSim fonctionne en dynamique directe et donc qu'il y a une cohérence. Avec Moco, là, qui est un peu la même idée que Bioptim, Moco ne permet pas cette chose-là. Quand on prend les résultats de Moco, on ne réussit pas à faire de la dynamique directe à partir des résultats parce que leur seuil de sortie est trop bas et donc les contraintes ne sont pas respectées. Chose que nous, on fait. Donc, c'est c'est la petite guéguerre qu'on a sur Twitter actuellement entre Moco et nous. Là. on essaie de se taquiner. Moi, je travaille aussi avec OpenSim, donc c'est une équipe que je connais relativement bien. Là. Easy C3D a été implémenté d'ailleurs à l'intérieur de OpenSim dans les derniers temps. Donc, pour répondre à la question sur la validation de la force, je pense que là, c'est beaucoup d'aspects à discuter. Je vais essayer de le faire en 2 minutes, mettons. Premièrement, les muscles, on utilise une équation de transformation. Donc, c'est-à-dire que l'activation, elle n'est pas simplement j'ai une force maximale de 20 newtons, je suis activé à 50%, ça sort 10. Ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment. Il y a tout le modèle de Hill, en fait, celui de Thelen qui est utilisé, donc qui représente là, quelque chose d'un tout petit peu plus complexe que simplement une activation idéalisée, mettons. Mais reste que même avec ça, on a le problème que les forces obtenues peuvent potentiellement avoir rien à voir avec la réalité. Et
la validation de ça, ça fait effectivement partie de mon PhD. En fait, par la bande, je dirais. Là, mon objectif, ce n'est pas de valider un modèle. Moi, je ne suis pas très intéressé par m'assurer que le modèle que j'ai soit purement valide par rapport à ce qu'un musicien ferait. Je vais avouer là, que moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement logiciel. Donc, je suis un peu à cheval, d'ailleurs, très, très récemment, là, sur répondre à cette question-là parce qu'effectivement, j'arrive à des forces qui sont non physiologiques et qui sont potentiellement inutilisables. Donc, moi, dès lors que je rentre à l'intérieur d'une variabilité acceptable, dans mon cas, je suis satisfait. La variabilité acceptable, ça réfère à la première étude que je vous ai présentée, c'est-à-dire, je vais regarder est-ce qu'on est dans les ordres de grandeur obtenus par la variabilité inter et la moyenne inter. Et si on est à l'intérieur de ça, moi, je ne vais pas plus loin. Donc, de façon personnelle, je n'ai pas cet intérêt-là. Par contre, la méthode elle-même n'empêche pas de faire ça. Donc, je sais qu'au laboratoire, il y a quelqu'un qui travaille sur la marche et là, il y a une étude de validation qui est faite sur les forces de sortie pour s'assurer que finalement, ou du moins les couples, pas résiduels, pardon, mais les couples aux articulations soient cohérents avec ce qui est observé dans la réalité. Je vais lire Marianne par la suite. Donc, est-ce que ça répond un peu à ta question, Rachid? Oui, tout à fait. Il restait la fatigue, mais Oui. tu peux passer à autre chose. Hein. Non, la fatigue, ça va. La fatigue, en fait, on utilise moi, j'utilise des équations différentielles de Chia. Donc, en gros, c'est qu'on nomme 3 bassins, là, un bassin fatigué, un bassin reposé, puis un bassin actif. Et donc, le bassin d'activation, comme ça, permet de moduler la force actuelle de chacun des muscles. Donc, on a 3 états différentiels par muscle qu'on ajoute au système différentiel. Donc, c'est comme ça que nous, on utilise la fatigue. Mais il n'y a rien. Ça, c'est ajouté. C'est même pas ajouté à l'intérieur de Bioptim. Là, actuellement, c'est ajouté à l'extérieur parce que Bioptim permet de développer des dynamiques personnalisées. Et donc, actuellement, je suis en train de l'implémenter à l'extérieur de Bioptim. Éventuellement, je vais l'ajouter là, parce que je trouve que c'est un feature intéressant à distribuer aux gens. Mais il n'y a rien qui empêche d'utiliser n'importe quelle façon de fatiguer soit un muscle, soit une articulation pour voir comment elle agit au cours du temps. Mais il faut évidemment avoir des équations différentielles pour savoir au cours du temps qu'est-ce qui se passe sur la fatigue, l'accumulation de fatigue finalement. Ok, donc c'est une fatigue artificielle, c'est pas la fatigue musculaire de l'EMG, mesurée par l'EMG avec les spectraux. Non. Ok, c'est pas l'analyse spectrale des fréquences médianes ou décalage médian, etc. Okay. Donc, c'est une fatigue que tu as implémentée pour la simuler. Ok, je comprends. Parce que, évidemment, l'activation qu'on entre dans le système, ce n'est pas une excitation musculaire, mais ça serait un peu l'équivalent de l'enveloppe d'activation qu'on utilise. Donc, on n'aurait pas cette possibilité-là d'aller dans les développements spectraux là, de la chose. Donc, dans le fond, plus on est activé, plus on augmente le bassin de fatigue et moins on réussit à activer au cours du temps. C'est générique. Ok, je comprends. Ouais, c'est une bonne idée. Ben, merci, je laisse la parole aux autres. Merci. Alors, je pense que je suis la suivante. Bonjour, Benjamin, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. J'avais la curiosité de savoir qui faisait de l'EMG implanté chez vous, considérant que c'est un acte médical puis que faut être formé en médecine pour le faire. Comment ça se déroule dans votre laboratoire? Donc, en fait, en tout cas, selon les certificats d'éthique qu'on a, ce n'est pas un acte médical en soi, mais les personnes qui le font ont été formées par un médecin. Donc, on avait Talia Alenabi là, qui était médecin au laboratoire et qui a formé les gens pour pouvoir faire ça en question. L'implantation, c'est pas une implantation, là, mais la mise en place là, des électrodes à l'intérieur du muscle. OK. Puis ça a été accepté par le comité d'éthique. Tout à fait. Oui, on a évidemment les certificats d'éthique pour ça, c'était plus une question de précision, parce que j'étais surprise, parce que nous, on se questionne toujours en physiothérapie, on a le droit de faire de l'insertion d'objets au-delà de... Puis même ça, on n'est pas capable de le faire. Là, fait que ma deuxième question, là, ça m'a interpellée beaucoup, c'est l'aspect variabilité. OK? Oui. Pour toi, ce que j'ai compris, c'est que tu dis
quand c'est variable, ça permet d'éliminer la fatigue. OK? Ou ça réduit la fatigue. C'est une façon de réduire la fatigue. C'est un peu le concept que j'ai compris en arrière. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça, c'est peut-être vrai du point de vue physique, mais est-ce que c'est aussi vrai du point de vue cognitif? C'est-à-dire que ça se peut que physiquement, je me fatigue parce que je le fais toujours pareil, mais si je commence à varier cognitivement, ça peut m'amener aussi à un élément de fatigue cognitive, puis peut-être que c'est la raison pour laquelle on va plus vers une stratégie physique quand c'est pas trop exigeant qu'une stratégie plus cognitive de variabilité. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là, mais ça m'interpellait un petit peu là, comme dans ta présentation. Tout à fait. De ce que j'entends, c'est effectivement très bien compris. La remarque, elle est tout à fait pertinente. J'aurais tendance à penser que... OK, plusieurs choses. Premièrement, les musiciens violonistes sont tous blessés, ou virtuellement tous blessés. Donc, on parle de 85% des musiciens qui vont jouer blessés dans leur carrière. Donc, il y a quelque chose là-dedans ça doit venir de quelque part. Et ça n'a jamais été expliqué. Et ça, je pense que c'est une belle, peut-être une belle piste de réflexion parce qu'il y a une raison pour laquelle les musiciens ne vont pas chercher la variabilité. Et on ne la connaît pas. Moi, mon interprétation, parce que je n'avais jamais réfléchi à la fatigue cognitive, mais mon interprétation, c'était qu'on cherche tellement à avoir un son parfait et on n'est pas appelé à varier beaucoup. Donc là, on pourrait s'imaginer, par exemple, au golf, on a le même phénomène où les golfeurs sont extrêmement précis et qui font toujours la chose en même temps. Nous, comme on n'est pas dans l'adversité là, avec d'autres personnes qui pourraient potentiellement nous changer, on peut se permettre de toujours faire exactement la même chose pour s'assurer que le outcome est toujours exactement le même. Et donc, moi, j'avais plutôt associé ça à de l'apprentissage non variable, mais ça se peut que ce soit pour éviter une sorte de fatigue cognitive. Là-dessus, j'aurais envie de dire, si ça fatigue cognitivement, tant mieux, parce que le monde va prendre des pauses. Chose qu'ils ne font pas actuellement. Donc, il n'est pas rare qu'un musicien va pratiquer 8 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il y avait une citation là, assez fameuse d'un des plus grands violonistes au monde qui dit si je ne pratique pas une journée, je m'en rends compte. Si je ne pratique pas 2 jours, mon gérant s'en rend compte. Si je ne pratique pas 3 jours, tout le monde s'en rend compte. Et donc... Mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, si on demandait aux violonistes à savoir qu'est-ce qui est le plus difficile dans la tâche, probablement qu'ils nous diraient je me soucie plus de suivre les notes, de jouer pas faux, puis Fait c'est vraiment moi, je trouve qu'il y a une demande attentionnelle qui est très, très importante, qui est peut-être faite au détriment de ce qui se passe physiquement. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à peut-être explorer à ce niveau-là. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu, nous, quand on fait des doubles tâches, bien là, il y a des gens qui vont plus utiliser la performance motrice, s'assurer que la performance motrice est correctement faite. D'autres sont plus sur l'attention. C'est pour ça que j'ai amené un petit peu cet élément-là, parce que ça comporte vraiment des éléments posturaux, peut-être plus, là, il y a des éléments posturaux, bien entendu. Puis après ça, il y a la répétition, mais le niveau cognitif attentionnel doit être extrême. Là, je veux dire, même si tu es habitué. Là. Oui. Ben, clairement, en fait, on ne se soucie pas de est-ce que mon épaule est haute à ce moment-là. On se soucie du son qui est produit. Et c'est un peu l'idée d'aller chercher du biofeedback parce que clairement, et là, je parle pour mon expérience personnelle, après 2 minutes, même si je me dis, ah oui, là, aujourd'hui, je vais jouer de cette façon-là, 2 minutes plus tard, c'est complètement oublié et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, est-ce que cette note-là, elle est correcte, elle pourrait être plus longue, de réfléchir à un niveau artistique et non pas à un niveau de jouer finalement. Merci.
Merci pour la question. Je peux peut-être répondre à Marianne qui demande désolé, je n'ai pas de micro. Mes connaissances en modélisation sont très, très, très limitées, mais j'aimerais peut-être en faire dans le futur. Je me demandais, ça prend combien de participants pour réussir à créer un modèle? A priori, un. Ça prend minimum un, en tout cas. Donc là, moi, je me suis arrêté à un parce que je suis parti du principe que, comme de toute façon, chaque personne joue de façon différente, ben, ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher la moyenne parce que le musicien moyen n'existe pas. Inversement, si vous avez potentiellement, mettons, de la marche et que tout le monde fait à peu près la même chose, ben, d'aller chercher une moyenne de gens sur les dimensions, puis potentiellement sur des valeurs musculaires, ça devient plus intéressant. Je ne sais pas si tout le monde sont d'accord avec ce que je viens de dire, là, mais a priori, on peut tester un modèle dès lors qu'on a une personne qui nous donne ses dimensions corporelles. Après ça, est-ce que le modèle va être valide? Probablement pas, là, mais est-ce qu'il va être plus valide avec plusieurs personnes? Ça reste, ça reste une question ouverte, je dirais.